Le syndrome de l'imposteur, comment en sortir? C'est une plaie, c'est vraiment une plaie. Mais il faut qu'on en sorte. Nous, mesdames, surtout, il faut qu'on en sorte. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Déjà, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis toujours malade, mais bon, ça va aller. Pourquoi le syndrome de l'imposteur? En fait, il y a quelques jours, j'ai eu un déclic. Je préparais mon intervention pour une conférence digitale et j'ai eu un déclic grâce à mon mari. En fait, comme à chaque fois que je dois préparer une intervention ou un examen, je fais ce qu'on appelle l'overdoing. L'overdoing, en fait, c'est une stratégie qui consiste à faire une énorme charge de travail. Et en fait, ça, je l'ai réalisé parce que pour la conférence, j'ai amassé tout un tas d'informations. Et quand j'ai relu ma présentation, j'ai trouvé que c'était indigeste. En fait, c'était pas compréhensif, il y avait énormément d'informations. Alors oui, il y en avait beaucoup, mais finalement, c'était pas simple, c'était pas fluide. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'overdoing. C'est mettre énormément de choses pour combler justement ce manque de confiance en soi et donner l'impression qu'on maîtrise son sujet. Et moi, je fais ça à chaque fois. Même si à chaque fois, je réalise que j'en fais trop et que je reviens à de la simplicité, mais je le fais à chaque fois. Quand je prépare un examen, jusque généralement à la veille de l'examen, je vais être en train de faire des recherches, de réviser, parce que j'ai besoin de combler ce truc. Et c'est vrai que mon mari, en fait, il m'a dit ce truc qui a eu un déclic chez moi. Il m'a dit, mais en fait, toi, t'as le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire qu'en fait, je suis sûre que vous savez de quoi je vais parler. Vous savez, ces élèves qui ont toujours de bonnes notes, qui sont toujours en train de réviser, en train de travailler, et quand vous leur demandez est-ce qu'ils se sentent prêts, est-ce qu'ils ont réussi l'examen ou le test, ils vont vous dire non, ils sont jamais prêts, ils ont toujours l'impression qu'ils ont foiré, et au final, ils ont toujours réussi. Ça, c'est moi. J'ai toujours un stress phénoménal avant un événement ou un examen. J'ai toujours l'impression que je vais foirer. Et après, une fois que tout ça est terminé, généralement, l'événement s'est bien passé. Et très 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 souvent, voire quasi tout le temps, mes examens et mes tests, je les ai réussis. Mais pour ça, c'est vrai que j'ai ce truc de en faire un maximum, voire plus que ce qu'on me demande, pour combler ce manque de confiance en moi. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène psychologique où les individus, en fait, vont penser qu'ils n'ont pas les compétences requises et que s'ils réussissent, en fait, ils vont tout simplement être des imposteurs. C'est tout simplement ça, le syndrome de l'imposteur. Et en fait, malgré les preuves de leur réussite, malgré les compliments qu'on va leur faire, ces personnes vont toujours penser que c'est pas justifié. Leur réussite n'est pas justifiée, les compliments ne le sont pas, et que tôt ou tard, on va découvrir qu'ils n'ont pas les compétences requises. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est tous les milieux sociaux, c'est toutes les professions, c'est tous les domaines, que ce soit le sport, le travail, peu importe, tout le monde est touché par ce syndrome. Globalement, c'est vrai qu'on l'attribue particulièrement aux femmes et on va revenir justement sur cet aspect, mais globalement, le syndrome de l'imposteur, c'est tout aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On va reconnaître les personnes qui sont atteintes du syndrome de l'imposteur parce qu'elles ont tendance à se sous-évaluer, à minimiser ce qu'elles font ou voire des fois à attribuer leur réussite, ce qu'elles ont fait, à quelqu'un d'autre ou à un groupe. Genre, non, c'est pas moi, c'est le groupe, c'est vraiment pas moi. Et des fois même à s'auto-saboter. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces qualificatifs, peut-être que vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Historiquement, on parle du syndrome de l'imposteur en 1978 avec la psychologue Pauline Rose Clance. En fait, elle va étudier le cas de 150 femmes pour lesquelles elle va réaliser que malgré le fait que ces femmes aient réussi leur parcours scolaire avec de très hauts niveaux et que
Extérieurement, on est reconnu leurs compétences, leurs qualités. Intérieurement, ces femmes n'arrivaient pas à reconnaître qu'elles avaient les compétences qu'elles avaient validées. Et c'est de là qu'est né ce fameux syndrome de l'imposteur, où on constate que des gens qui ont un certain niveau vont diminuer ou vont même pas reconnaître leur potentiel. Par exemple, la très célèbre Maya Angelou, malgré le fait qu'on ait mondialement reconnu ses qualités, malgré le fait qu'elle ait écrit de nombreux livres, elle n'a cessé de douter d'elle et de ses compétences. Et là, je parle de la grande Maya Angelou. Comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on remarque que ce syndrome de l'imposteur est très souvent lié aux femmes. Cela est aussi dû au fait que la société, de manière culturelle, et ça c'est dans les pays développés, mais un petit peu partout en fait dans le monde, on ne s'attend pas à ce qu'une femme réussisse professionnellement. Et ça c'est historique. À la base, le rôle de la femme est d'être à la maison. Donc ça c'est ancré dans nos têtes depuis des décennies. Et quand on arrive à gravir les échelons professionnels, on remet en doute, en question, nos compétences. Parce qu'à la base, c'est pas ce qu'on attend de nous. Et ça, malheureusement, c'est culturel, mais c'est tellement ancré que nous, femmes, on arrive à douter. Pour la petite anecdote, il faut savoir que dans les lieux professionnels, un homme va postuler à un poste s'il atteint 50% des qualités qu'on demande pour ce poste. Pour ce même poste, une femme va attendre d'atteindre 110% des compétences requises pour postuler. Je ne sais pas si vous imaginez la différence. Pour un mec, 50% de ce qu'on demande, c'est suffisant pour postuler. Pour une femme, tant qu'elle n'a pas atteint 110%, elle ne postulera pas. Et ça prouve bien que on a l'impression qu'on n'est pas à notre place et qu'on ne mérite pas ce genre de poste. Donc on va attendre d'avoir plus qu'on nous demande pour postuler. C'est fou, c'est juste fou. Maintenant qu'on a compris un petit peu la mécanique de ce syndrome de l'imposteur, d'où ça vient, comment y remédier? Parce que c'est quand même la base. Donc déjà, la première chose, c'est de reconnaître qu'on a ce syndrome. Des fois, il y a certaines personnes qui vont justement faire de l'overdoing ou parler de perfectionnisme, mais ces personnes ne parleront jamais du syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est lié. Je pense qu'on a besoin de cette perfection, on a besoin de trop en faire pour justement combler ce manque de confiance et dire « Non mais regardez tout ce que j'ai fait. Ça prouve que je suis compétente. » Et je pense que la première chose, c'est de vraiment réaliser qu'on a ce syndrome, qu'on n'est pas les seuls. Il y a énormément de personnes qui ont ça. Et de se dire, ok, maintenant que je sais que je vis ça, se poser les questions. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas confiance en moi? Qu'est-ce qui fait que malgré les résultats qui sont là, réels, je doute encore de mes compétences? Et c'est vrai que se questionner, très souvent, apporte des réponses si on est honnête avec soi-même. Donc déjà, reconnaître qu'on fait partie de cette population qui doute de soi et ensuite se questionner. Deuxième astuce, partager son expérience. Partager avec des personnes de confiance, partager avec des proches, des collègues, des mentors. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes ont un regard extérieur à la situation et c'est vrai que même si elles tiennent à nous, elles auront un regard objectif sur ce que nous produisons. Et un mentor, par exemple, si on va le questionner sur « mais je comprends pas pourquoi j'ai eu ces félicitations parce que j'ai pas l'impression d'avoir tant bossé », lui aura un regard extérieur et pourra vous dire si vous êtes dans l'interprétation parce que vous doutez de vos qualités ou si effectivement il sait que vous pouvez bosser plus et que c'est pour ça que vous pensez ça. Mais c'est vrai de partager cette expérience et surtout ça vous permettra de vous rendre compte que vous n'êtes pas la seule à vivre ça. Troisième astuce, c'est revoir aussi sa perception de l'échec. Déjà, la perception de l'échec est propre à chacun. Ce qui est un échec pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Par exemple, pour quelqu'un, courir 10 km, pour lui, ce sera un échec parce qu'il a l'habitude tous les matins d'en faire 25. Et pour une autre personne, courir 10 km, mais ce sera juste un truc incroyable parce que généralement, elle tient 10 minutes et pas plus. Donc, vous voyez, la notion d'échec est propre à chacun. Et ensuite, partir du principe que
l'échec, si on considère que ce que l'on vit est un échec, c'est surtout une leçon. Alors bien sûr, sur l'instant, peut-être qu'on aura vraiment cette sensation négative, et il faut l'accepter, il faut l'accueillir, mais derrière, prendre le recul et se dire, ok, j'ai vécu ça, déjà, est-ce que c'est véritablement un échec par rapport, bien sûr, à mes valeurs, à ce que j'attendais de l'objectif, et si ça l'est vraiment, quelle leçon j'en tire? Et là, ça vous permet de faire un travail sur vous, de compréhension de vos qualités et surtout de progresser. Quatrième astuce et qui est hyper importante et que je réalise que très peu de personnes font, célébrer vos réussites. On a tendance à minimiser nos réussites comme si c'était juste normal. J'ai fait ça, j'ai réussi ça, ouais mais c'est normal, j'ai travaillé pour ça. Alors oui, on a travaillé pour, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même acter et montrer à notre cerveau qu'on a réussi cet objectif. Parce que c'est comme ça en fait, quand on montrera à notre cerveau que quand on a un objectif et qu'on le réussit, on le célèbre, ça deviendra quelque chose de normal de réussir. Mais pour ça, il faut entraîner notre cerveau aussi à reconnaître quand on a réussi quelque chose et à le célébrer. Et ne serait-ce que pour le plaisir personnel de se poser, de prendre du recul, de voir le chemin parcouru et de se dire « Ok, je suis arrivé là, j'ai réussi, j'ai quand même fait tout ça pour y arriver. » Et ça permet de construire une confiance en soi. Et pour lutter contre ce syndrome de l'imposteur, il n'y a pas mieux que d'avoir confiance en soi. C'est vraiment comme ça qu'on arrivera à en sortir. Et pour ça, sincèrement, célébrer ses réussites, il n'y a pas plus important. La dernière astuce, c'est de reformuler ses pensées négatives. On a tendance à parler avec l'émotion et surtout à dire des choses négatives parce que c'est la première pensée qui va venir. Mais par exemple, plutôt que de dire « je suis nul », dire « je n'ai pas encore les compétences acquises ». Plutôt que de dire « je vais jamais y arriver », dire « je vais essayer ». Et en fait, ce mécanisme-là va agir sur votre cerveau et il va prendre l'habitude de positiver ce que vous pensez et de considérer les choses de manière positive. Et le fait de considérer les choses de manière positive, ça va vous motiver à avancer. Donc vraiment, ne lésignez pas sur la façon dont vous parlez, parce qu'on fait attention à la façon dont on parle aux autres, mais on ne fait pas du tout attention à la façon dont on se parle. Et je crois que c'est la priorité. Oui, c'est bien de faire attention à la façon dont on parle aux autres, mais il faudrait déjà commencer par soi. Donc faites attention à ce que vous dites. Vous n'êtes pas nul. Vous n'avez juste pas encore les compétences. C'est pas que vous n'allez pas y arriver. Vous allez mettre en place des choses pour essayer. Vous allez essayer et ensuite vous allez voir le résultat. Mais vraiment, faites attention à la façon dont vous parlez. Voilà mes 5 astuces pour sortir de ce syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que c'est facile? Non, ça prend du temps. Voyez, même moi, je suis encore dans ce truc où j'ai besoin de prouver que j'ai les compétences. Mais je suis dans ce cheminement où déjà j'arrive à comprendre que j'y suis. Et par exemple, pour ma conférence, j'ai retravaillé ma présentation pour que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus light, beaucoup plus compréhensible et j'ai enlevé ce superflu qui montrait juste que j'avais du savoir parce que finalement ça ne servait à rien et c'était contre-productif. Donc c'est un travail de longue haleine qui en fonction des gens ira plus ou moins vite mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se dire à un moment non mais je mérite cette récompense, je mérite ces mots super sympas parce que j'ai travaillé pour, parce que j'ai les compétences pour. Et vraiment, j'espère que si vous avez ce syndrome de l'imposteur, vous y arriverez et que vous verrez justement tout votre travail avec un regard positif. Dites-moi en commentaire si vous vivez ce syndrome de l'imposteur, si oui, comment ça se manifeste. Et si vous êtes sorti de ça, quelles sont vos astuces? Est-ce que par exemple vous avez pratiqué ce que j'ai dit là dans cette vidéo? Ou est-ce que vous avez d'autres astuces? Peut-être que ça pourrait aider des personnes qui nous regardent et qui vivent au quotidien avec ce syndrome de l'imposteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'à partir de lundi, pendant une semaine, toute la semaine là à venir, tous les jours, il y aura une méditation gratuite sur cette chaîne. Donc si vous avez envie de vous remettre à la méditation ou de simplement commencer, vraiment, essayez, ce sont des méditations courtes, entre 5 et 7 minutes, hyper accessibles, c'est pour tout le monde, dans divers domaines de vie. N'hésitez pas à essayer. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite.